Alors, nous recevons aujourd'hui Sonia Baquès. Sonia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous l'avez annoncé mercredi, vous briguerez un siège au Sénat le 24 septembre prochain, sous les couleurs de la majorité présidentielle. C'est la première fois que vous vous présentez. Alors, pourquoi vous êtes portée candidate alors que vous cumulez déjà 2 mandats, à savoir présidente de la province Sud et secrétaire d'État? Alors d'abord parce que le poste de secrétaire d'État n'est pas un poste éternel. La moyenne de durée de vie d'un ministre, c'est de l'ordre de 18 mois. Ça va faire 1 an que j'ai été nommée. Donc c'est un poste évidemment très, très précaire. Mais au-delà de ça, c'est quand même le moment où les choses se passent à Paris. Les choses se passent à Paris puisque on est en train de travailler sur une réforme constitutionnelle, notamment pour dégeler le corps électoral, et que ça va passer à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement, globalement au Congrès réuni à Versailles. Donc c'est très important d'avoir ce poids à Paris. Aujourd'hui, je l'ai en tant que secrétaire d'État, donc je ne cumulerai pas avec les fonctions de sénateur, puisque tant que je reste secrétaire d'État, c'est mon suppléant qui siégera. Mais dans le cas où je ne le serai plus, ça me permet de siéger au Sénat. Suppléante dont vous n'avez pas encore annoncé l'identité. Non. C'est une stratégie volontaire? Non, c'est surtout que, évidemment, comme je suis au gouvernement de la République, le secrétaire d'État, le suppléant compte beaucoup plus qu'il ne comptait jusqu'à présent, puisque je rappelle qu'il n'y a que 2 conditions dans lesquelles le suppléant siège réellement. C'est soit lors de la mort du candidat, ou, enfin, du député ou du sénateur, soit lorsqu'il est au gouvernement de la République. Donc là, on est dans un des 2 cas, et donc il y a une probabilité très forte que le suppléant siège. Donc c'est quelqu'un qui va peser, quelqu'un qui va être là à un moment important de l'histoire. Donc l'idée, c'est qu'il puisse être adoubé par l'ensemble du camp loyaliste d'une part, et d'autre part par la majorité présidentielle. Oui, parce que l'idée vraiment là, de votre candidature, c'est de faire finalement front commun, d'avoir une unité avec le rassemblement. Hein, c'est ça l'idée, d'être Oui, vraiment la alors candidate de au-delà d'une l'unité. idée, c'est une obligation, puisqu'en fait, pour des raisons d'abord de cette élection sénatoriale en elle-même, puisque je rappelle les grands chiffres, hein, les indépendantistes ont 247 grands électeurs, la majorité présidentielle en a de l'ordre de 200, le rassemblement de l'ordre de 100. Donc ça veut dire que seule la majorité présidentielle et le rassemblement ne peuvent pas avoir ces postes de sénateurs. Donc d'une part, pour les gagner, il faut être ensemble, mais ça va bien au-delà de ces sénatoriales, puisqu'en fait, pour faire voter le dégel du corps électoral, qui est quand même le sujet sur lequel on se bat depuis très très longtemps, il faut à la fois une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité au Sénat et une majorité de 3/5 dans les 2 assemblées réunies. C'est-à-dire que concrètement, à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle n'a pas la majorité absolue sans les Républicains. Au Sénat, ce sont les Républicains qui ont seuls la majorité absolue. Et les 3/5 sont faits avec la majorité présidentielle plus les Républicains. Donc on ne peut pas dégeler le corps électoral sans un accord entre la majorité présidentielle et les Républicains. Donc très clairement, cette alliance, elle va au-delà des sénatoriales, et puis elle va encore au-delà de la question même du dégel du corps électoral. Pour moi, pour les prochaines élections provinciales, il est absolument indispensable qu'on récupère, que les loyalistes reprennent la main sur le gouvernement et sur le Congrès, parce qu'aujourd'hui, on voit bien les difficultés que la Nouvelle-Calédonie vit parce qu'on a un gouvernement et un Congrès indépendantistes. Et pour arriver à ça, il faut une unité très large dans le Nord et dans les îles. Et donc c'est bien l'idée de ce rapprochement et de ce travail en commun avec les Républicains et le Rassemblement. Alors, en parlant justement de candidats au sénatorial, il y en a 2 qui sont sortis du bois chez le Rassemblement et les Républicains, à savoir Pierre Frogier et Georges Naturel. Lequel des 2 soutiendrez-vous? En fait, tout simplement celui qui est soutenu par les LR. C'est-à-dire que, Investi. voilà, moi je ne suis pas dans leur parti, c'est eux qui décident. Ce que j'ai compris, puisque il y a eu une conférence de presse, c'est que le parti Rassemblement, qui est présidé par Alcide Ponga, soutient Pierre Frogier, que Pierre Frogier a fait une conférence de presse avec le vice-président des Républicains, avec le soutien de Gérard Larcher et de Bruno Retailleau. Donc je comprends que le candidat des Républicains et du Rassemblement, c'est Pierre Frogier. Moi, je ne le choisis pas, c'est ce parti-là qui les choisit, donc je soutiendrai le candidat du Rassemblement des Républicains, c'est-à-dire Pierre Frogier. Quid de Calédonie Ensemble? Est-ce qu'il pourrait présenter un autre candidat? Est-ce qu'il pourrait vous soutenir? Est-ce qu'on a déjà une idée un peu du plan? Je ne sais pas, je les ai invités à la conférence de presse de lancement de ma campagne, ils ne sont pas venus évidemment. Bon, je ne sais pas ce qu'ils feront, ils n'ont pas énormément de poids au niveau électoral sur ces élections sénatoriales. Et aujourd'hui, ils ne portent pas tout à fait la même voix que nous, c'est-à-dire qu'ils sont quand même dans une position qui est de dire, sur la question du corps électoral, où nous disons
On doit de toute façon dégeler le corps électoral. On préférerait que ce soit avec un consensus, mais de toute façon, au pire, il faudra quand même dégeler le corps électoral. Et eux, ils disent, il ne faut pas dégeler s'il n'y a pas de consensus. Bon, je veux dire, ils ont quand même, faut se rappeler quand même que quand le corps électoral a été gelé en 2007, Philippe Gomès est en grande partie responsable du gel du corps électoral, puisqu'il a refusé que le débat public ait lieu, et donc de donner un avis contraire à la métropole qui avait l'impression que les Calédoniens étaient pour. Voilà, aujourd'hui, il continue en disant il faut à tout prix un consensus dont on sait très bien que si on dit qu'il le faut à tout prix, les indépendantistes ne l'accepteront pas. D'ailleurs, c'était l'un des sujets majeurs du séjour de Gérald Darmanin qui vient de repartir. Il a notamment venu dans ses valises avec un projet de 7 ans de corps glissant électoral. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette proposition, sachant que vous aviez de votre côté proposé 3 ans? Nous, on a proposé 3 ans, les indépendantistes ne voulaient rien entendre, le ministre propose 7. Nous, tant qu'il n'y a pas de discussion avec les indépendantistes, on reste sur notre position de 3 ans. Dès l'instant où il y aura des discussions, on discutera les uns et les autres. Pour l'instant, il n'y a pas de discussion. Donc notre position est celle qu'on a écrite au ministre, c'est-à-dire 3 ans glissants. Ensuite, on sait très bien qu'on est dans une négociation, et si on arrive, je crois que les Calédoniens sont conscients du fait qu'on a tout intérêt à trouver un consensus. Et c'est là où je fais une nuance, c'est-à-dire qu'on a tout intérêt à trouver un consensus, mais on n'est pas prêt à tout. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion trilatérale avec les indépendantistes. Ils ont signé un papier disant qu'ils étaient d'accord pour une durée au moins égale à 10 ans. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont Ils ont rien tout à signé. fait d'accord. Alors, ils ont signé, le papier, je l'ai vu. Ils l'ont signé, mais en tout cas, ils disent que ça ne les engage pas. Bon, très bien. On sait très bien la manière dont les choses se passent avec eux. Je crois que les Calédoniens en ont marre de ça. Les Calédoniens en ont marre qu'il y a un pas en avant, 2 pas en arrière, ils ont envie que ça avance. Quand on fait de la politique, il faut avoir le courage, d'une part, de ses convictions, mais aussi d'aller voir ses électeurs pour dire des choses qui ne sont pas toujours agréables. Et c'est vrai que les indépendantistes, ils restent dans des postures de non, mais on est contre le 3e référendum, alors que je répète quand même que, 1, c'est eux qui l'ont demandé, 2, ils l'ont accepté devant le président de la République, 3, il n'y avait aucune condition sanitaire qui posait problème puisque le taux d'incidence était très faible. 4, ils ont mis en place cette idée de deuil d'1 an qu'ils ont remis en cause pour les législatives quelques mois après, alors qu'on était censé être encore dans la période de deuil. Bref, il n'y avait aucune raison valable pour ne pas participer à cette consultation. Elles ont eu lieu. Aujourd'hui, on est français. Il faut qu'ils assument auprès de leurs électeurs. Le courage, nous, on a des choses... Moi, quand j'ai écrit un post sur les réseaux sociaux pour expliquer que le ministre avait dit 7 à 10 ans pour le corps électoral, mes électeurs, ils n'étaient pas contents du tout. Ils disent, comment ça? Vous avez proposé 3 ans, l'État propose 7, et puis on est entre 7 et 10, vous vous êtes fait avoir. Ça, c'est dur de répondre à ça quand on est responsable politique. Mais il faut avoir le courage de dire, oui, si on rentre dans une négociation, on rentre dans une négociation. Et les indépendantistes, aujourd'hui, à chaque fois qu'ils font un pas et qu'ils retournent devant leur base, ils reviennent en disant, non, finalement, on n'a rien fait, on n'a pas avancé. Bon. Dans votre camp, il y a également des gens qui disent que en fait, il n'y a pas de compromis à faire, même sur ce sujet du corps électoral. Il y en a dans les deux camps. Il y en a dans les deux camps. Ouais. C'est-à-dire que dans les deux camps, nous, il y a des gens qui disent il faut pas de corps électoral restreint du tout. Il faut ouvrir à tout le monde. Il ne faut pas 3 ans. Voilà. Oui, il n'y a pas de contrepartie possible derrière. C'est ça. Donc c'est constitutionnel. Donc c'est non. Voilà. Et donc il y a dans les deux camps, il y a des gens qui, et pourquoi pas. Je veux dire, je dis pas qu'ils ont tort, mais à un moment donné. Soit on dit, on rentre, on est en conflit, puis on s'en fiche de ce que disent les autres, c'est la position des indépendantistes. Nous, on dit, les indépendantistes, ils disent, nous, on est là, puis on ne veut pas écouter les autres, et on reste sur nos positions. Bon, très bien, mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer la Calédonie. Donc, nous, on a le courage de dire, ça, c'est nos positions. S'ils ne veulent pas bouger, on considère qu'il faut passer en force. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas négocier, très bien, on passe en force. Donc, vous pensez que l'État qu'il n'y aura pas forcément d'accord pour l'instant, il y en a un, ils ont signé un papier. Donc après, il faudra qu'ils assument le papier qu'ils ont signé. Vous êtes un peu sur la même position finalement que Pierre Frogier qui disait au sujet du corps électoral, on ne pourra pas en sortir par la négociation. Moi, je suis peut-être moins pessimiste surtout. Vous savez, les discussions avec les indépendantistes, on en a régulièrement, on les voit dans les différentes instances calédoniennes. Hier, on a trouvé un accord sur l'enseignement privé en GTPE, le groupe de travail des présidents d'exécutifs, avec Louis Mapou, avec Rocco Mitan, avec Jacques Lallier, avec Victor Tutugoro, avec donc c'est possible. Donc c'est possible. Dès l'instant où on se retrouve autour de la table, c'est possible. Mais encore faut-il qu'il y ait... Vous savez, quand on se marie, on est deux. Donc s'il y en a un qui ne veut pas se marier, on ne se marie pas. C'est le principe.
Si les indépendantistes ne veulent pas parler avec nous et ne veulent pas trouver de solution avec nous, eh bien écoutez, chacun vivra son chemin. Petite question sur le ressenti global de cette visite de Gérald Darmanin. Est-ce que vous estimez que le ministre est allé dans le sens des non-indépendantistes ? Je pose cette question parce que certains lecteurs estiment que lui, finalement, il a donné un peu des arguments quand même aux indépendantistes sur cette histoire des compétences régaliennes, sur la citoyenneté calédonienne, sur le peuple calédonien. Voilà, certains électeurs du côté des non-indépendantistes s'inquiètent. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ce sujet ? Non, je crois qu'il ne faut pas être inquiet. C'est le rôle de l'État de faire le nécessaire pour que tout le monde se retrouve autour de la table. Donc c'était le rôle de l'État. Les indépendantistes et les non-indépendantistes ont demandé à l'État de faire des propositions. Il en a fait, certaines sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est le cas du corps électoral, de la durée du corps électoral. C'est le cas de la question des compétences, et je vais y revenir. Certaines génèrent un désaccord de la part des indépendantistes. C'est normal, c'est le rôle de l'État. L'État, c'est pas un parti politique loyaliste. L'État essaye de trouver une solution pour la Calédonie. Donc il ne faut pas s'en inquiéter. Sur la question des compétences. Oui, parce qu'il a parlé d'un transfert de compétences, y compris régaliennes. Non, il a parlé du fait qu'il était ouvert à en discuter. C'est-à-dire que... Mais je veux un peu sortir de l'imaginaire collectif sur ce sujet-là. Qu'est-ce que disent les indépendantistes ? Les indépendantistes disent, nous, on veut une trajectoire vers l'indépendance. C'est le nouveau mot à la mode, trajectoire, donc ils veulent une trajectoire vers l'indépendance. Nous, on dit, non mais attendez, il y a eu 3 fois non, sur 3 référendums que vous avez demandé, donc il n'y a plus de trajectoire. On reste dans la France et on s'organise à l'intérieur de la République française. Eux, ils disent, ah ben non, il faut transférer de nouvelles compétences, comme ça on avance sur la trajectoire. Mais non, on n'avance pas sur la trajectoire. Donc nous, on dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces compétences ? Il y en a qui ont déjà été transférées, qu'on n'assume absolument pas. C'est le droit civil, c'est le droit commercial, c'est le droit des assurances. Et puis même, il y en a qu'on assume. Je prends par exemple la question de la protection sociale ou de la fiscalité. La protection sociale, aujourd'hui, on a la compétence. On a le RUAM qui est au bord du gouffre. La fiscalité, on a la compétence. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire une fiscalité un peu moderne, comme l'a fait la Nouvelle-Zélande, pour se décrocher du système métropolitain, qui est quand même pas le plus extraordinaire du monde en matière de fiscalité ? Rien. En fait, on ne sait même pas approprier les compétences. Les indépendantistes, ils sont là pour cocher la case, pour dire on a avancé d'un cran. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit, il y a peut-être des compétences qu'on n'a pas encore. Je pense, parce que c'est l'exemple de compétences régaliennes que Gérald Darmanin leur a donné. La relation internationale. Pas toute la relation internationale, mais de dire on peut faire des accords commerciaux avec le Vanuatu et les îles Fidji, par exemple. Pourquoi pas ? Mais en parallèle, est-ce qu'on se pose la question de rendre des compétences parce qu'on n'est pas capable de les assumer ? C'est là où on a un désaccord, parce qu'eux, ils veulent vraiment être sur un truc où on est sur une espèce de pente glissante, là, puis on ne s'arrête pas. Non, nous, on dit on s'est arrêté parce que vous avez demandé 3 référendums, et que les 3 référendums ont dit que les Calédoniens voulaient rester français. Donc maintenant, on se pose, avec, comme dit l'accord de Nouméa, la situation ainsi créée, et puis on dit, qu'est-ce qui a été bien dans l'accord de Nouméa à transférer ? Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Qu'est-ce qu'on assume correctement ? Je pense à l'enseignement du 1er degré, je pense à tout un tas de choses qu'on fait bien. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pas bien ? Et puis, qu'est-ce qu'on a intérêt à garder comme compétences locales ? Et moi, vous savez, je suis très attachée à notre autonomie, parce que je considère qu'on a bien géré, par exemple, la période Covid, qu'il y a des choses qu'on est capable de faire avec plus de réactivité quand on décide nous-mêmes, mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, à un moment donné, dans l'intérêt général des Calédoniens, plutôt que de cranter et de vouloir cocher des cases, on dit, ok, pourquoi pas la diplomatie avec les pays de la zone, mais en parallèle, on dit, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire et on le rend, quoi. Est-ce que c'est pas une sorte finalement de compromis que propose l'État déjà ? Alors l'État, en tout cas, recherche un consensus, c'est normal, c'est son rôle. Nous, on n'est pas dans la recherche d'un compromis, on est dans la recherche de la meilleure efficacité pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on dit, on n'a quand même pas un pays qui marche très très bien aujourd'hui, on a quand même peu de réformes qui passent, beaucoup de choses qui vont pas bien. Une croissance ralentie. 3 usines qui perdent de l'argent, on n'est quand même pas au top. Donc comment on fait pour que ça marche, en fait ? Tout simplement, comment on fait pour que ça marche ? Pas dans un truc idéologique ou doctrinaire où on avance dans un sens à tout prix, quitte à ce que ce soit pas dans l'intérêt des Calédoniens. Autre question au sujet de ce qu'a pu dire aussi Gérald Darmanin, il a parlé aussi de cette volonté d'inscrire la citoyenneté calédonienne, de la pérenniser. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté ? Alors la citoyenneté calédonienne, aujourd'hui, elle est rattachée au corps électoral provincial. Donc, inscrire cette citoyenneté dans la Constitution, pourquoi pas, en sachant qu'elle reste rattachée au corps électoral provincial.
dès l'instant où on fait un corps électoral glissant, considérer qu'on devient citoyen calédonien au bout de 3 ans en Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas? Mais ça veut dire que ça pourrait perdurer les 3 ans ad vitam aeternam. Encore une fois, on est dans une situation en Calédonie particulière. Si on sort de là, je pense que les Calédoniens sont conscients du fait que si on sort de ces discussions, si elles ont lieu, parce que pour l'instant, je rappelle qu'il n'y a pas de réunion à 3, si on sort de ces discussions avec un accord, on sera mieux que s'il n'y a pas d'accord. Je pense que tout le monde peut être en phase là-dessus. Ensuite, moi je le dis parce que certains disent aujourd'hui j'ai signé, mais en fait c'était pour éviter le clash avec le ministre. Moi, même avec le couteau sous la gorge, je signe pas quelque chose auquel j'adhère pas. Hein. Donc à un moment donné, quand on signe, on est d'accord, ou alors on signe pas, tout simplement. Et sur cette question du droit à l'autodétermination, le ministre a aussi annoncé que l'exercice pourrait être repoussé à 1 ou 2 générations. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Les indépendantistes disent que c'est trop. Mais est-ce que c'est de nature à rassurer selon vous? Nous, on dit que ça suffit. On dit que le droit à l'autodétermination, il a été exercé par 3 fois ces dernières années, 2 fois dans les décennies qui ont précédé. On l'a dit, donc ok, ça fait partie de la Constitution française, donc c'est prévu dans la Constitution, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on évite de se remettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La génération à laquelle j'appartiens, à laquelle vous appartenez peut-être aussi, Beryl, elle a vécu depuis 35 ans avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. D'abord la fin des accords de Matignon qui devait donner lieu à un référendum d'autodétermination, puis la fin de l'accord de Nouméa avec ces 3 référendums. On a vécu pendant 35 ans, donc quasiment toute notre vie, on a vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je ne veux pas, moi, laisser ça à mes enfants. Donc, soit on arrive à repousser le plus loin possible cette épée de Damoclès, de manière à se laisser du temps et à relaisser du souffle à la Calédonie, soit on essaie de trouver autre chose. Et c'est là que j'invite les indépendantistes à trouver autre chose. C'est-à-dire que dire qu'on va encore reposer la question binaire, non, essayons de nous mettre d'accord sur un statut qui fasse que l'identité kanak est reconnue, que toutes les communautés trouvent leur place, que tout le monde a du boulot, que les jeunes qui font leurs études aujourd'hui se disent qu'ils vont pouvoir rentrer en Nouvelle-Calédonie parce qu'ils vont avoir du travail, que le monde économique a envie, que la Calédonie va bien, on sort de ce côté binaire. Et j'étais avec Gérald Darmanin à l'université la semaine dernière quand il est venu, et c'est ce que les jeunes nous disent. Les jeunes nous disent, mais regardez, nous on est métis, nous on est... et même, on vient de communautés différentes, on en a marre de ces histoires-là. Et je suis désolée, mais c'est eux qu'il faut écouter. Il faut qu'on arrive à construire un statut qui fasse qu'on sorte de ça. Et les indépendantistes sont bloqués sur... On veut un acte dans le papier qu'ils ont remis. On veut un acte d'autodétermination entre 2024 et 2029. Ouais. Sous 5 ans. Pitié. Préservons la Calédonie de ça, quoi. Vous étiez favorable, vous, à un référendum d'initiative populaire, justement, qui engageait un peu ce type de pétition dont parlait aussi Gérald Darmanin. C'est une idée finalement qui peut être intéressante. En fait, l'idée, c'est de dire, d'abord, sortons la décision des élus. C'est-à-dire que ce ne soit pas les élus du Congrès qui décident de faire un nouveau référendum. Parce que on sait très bien comment ça se passe au Congrès, il y a des négociations, etc. Donc ça, mettons cette décision-là au peuple. Parce que je crois que le peuple, lui, il n'a plus envie d'aller au référendum. Donc demandons, et ça fait partie effectivement des propositions de Gérald Darmanin, c'est-à-dire posons la question de la question. Avant d'aller à un référendum, demandons aux Calédoniens s'ils veulent qu'on leur pose la question. Et je crois aujourd'hui qu'une grande majorité ne veut plus qu'on pose la question. Et ils veulent qu'on pose une autre question. C'est, est-ce que vous voulez un statut comme ci ou comme ça? Est-ce que vous voulez faire évoluer la Calédonie comme ci ou comme ça? Oui, mais ils en ont ras-le-bol de la question oui ou non à l'indépendance ou à la France. Et puis encore une fois, c'est pas comme si la France n'avait pas donné ce droit à l'autodétermination. 3 fois en 4 ans, l'ONU dit qu'on a un processus exemplaire. Aucun pays du monde qui a fait ça. Bon, passons à autre chose. D'ailleurs, vous avez demandé à sortir des pays à décoloniser. Hein. C'est ce qui oui, on a été invité à avoir le bilan de l'audit de la décolonisation qui a été fait. D'ailleurs, les indépendantistes n'ont rien trouvé à redire, puisque le cabinet d'audit qui a fait le travail a pris les 7 critères qui sont fixés par l'ONU pour établir, de savoir si la Nouvelle-Calédonie est décolonisée ou pas. Et en fait, on se rend compte que sur les 7 critères, la Nouvelle-Calédonie est complètement décolonisée. Aujourd'hui, il n'y a plus de peuple colonisé et de puissance administrante. Plus le fait qu'on a choisi librement de rester français, on coche les cases, mais on remplit toutes les conditions qui sont fixées par l'ONU pour
sortir de cette liste des pays à décoloniser. Donc on a demandé effectivement, et Gilles Brial et Laura Vandégou, qui seront devant le C24 la semaine prochaine, le répéteront devant l'ONU, on a demandé à ce que la Nouvelle-Calédonie soit sortie de la liste des pays à décoloniser. Très bien. Alors, une dernière question sur le calendrier. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de tous les éléments de la progression des discussions, on puisse tenir le calendrier prévu et imposé par la réforme constitutionnelle? En fait, la question ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire la question, elle n'est pas de savoir si on peut tenir le calendrier, c'est que le calendrier, il est fixe. C'est-à-dire que le 15 septembre, quoi qu'il arrive, c'est ce que le ministre nous a indiqué, il y aura une réforme constitutionnelle. Soit cette réforme constitutionnelle sera issue d'un consensus, et pour ça il a proposé de nous voir à Paris à la fin du mois d'août pour finaliser un texte ensemble, soit ça fera l'objet d'un consensus et il y aura un texte sur lequel tout le monde est d'accord, soit de toute façon, s'il n'y a pas de consensus, il y aura une réforme à la mi-septembre sur le corps électoral, uniquement sur le dégel du corps électoral. Donc il n'y a pas de question de peut-on tenir le calendrier. Le calendrier, il est celui-là, c'est nous qui devons nous intégrer dedans. Et d'ailleurs, la question du corps électoral ne ferait pas forcément l'objet d'une réforme constitutionnelle. Il nous a dit que c'était possible que ce soit juste une modification de la loi organique. En fait, il y a deux parties. Il y a une partie constitutionnelle et une partie organique, puisqu'il y a l'article 188 de la loi organique qui fixe ce corps électoral. Donc il y a effectivement les deux à faire. Très bien. Merci beaucoup Sonia Vaques pour ces précisions. Et puis à très bientôt. À bientôt.